Hop là, alors là, c'est les pires concepts. Les pires concepts. Hop, c'est bon, ouais, Mixa me fait la gueule maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Villebrequin. Aujourd'hui un épisode que personne n'a demandé. Bah ça change. Oui. De toute façon quand on fait des épisodes que les gens ils demandent, vous les regardez pas. Donc on fait des épisodes que personne ne demande, comme ça au moins, vous les regardez pas non plus. Mais on s'en fout, puisque la pluie vient vraiment de se déclencher. Putain de merde. Bah oui. J'ai fait la route, y a pas eu une goutte. Il se met à pleuvoir au moment où tu lances ta caméra. Mais tous les dimanches, tous les putains de dimanches. Les règles aujourd'hui vont être simples, on va aborder tous les concepts un peu foufou, un peu dingos qui sont sortis. Attention, des trucs qui ont été commercialisés, je précise. Pas forcément qui ont bidé, il y en a certains qui ont marché correctement, mais qui étaient totalement à côté de la plaque. Je précise, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les concepts fous parce que en 150 ans d'automobile, je peux vous garantir que des concepts cons, il y en a eu plein. Mais aujourd'hui, on va passer en revue certains qui sont sortis, qui m'ont fait rire. Si vous pensez à des nouveaux modèles que ça vous branche, on pourra faire un épisode 2, pourquoi pas. Ou pas, hein. Si après, si vous n'avez pas envie, on le fait pas. Hein. On a débattu tout à l'heure de ce fameux Can-Am à 3 roues. L'idée de Can-Am, c'était de proposer des véhicules à 3 roues pour les anciens motards. Salut vieille branche. En fait, il y a un gros débat chez les motards. C'est, est-ce que quand t'arrives à 70 ans, tu continues à vouloir profiter de la moto, tu passes sur un Can-Am, ou est-ce que quand t'es trop vieux, juste tu dis, c'est bon, j'arrête. Tu arrêtes. Frère, t'es motard à 2 roues et c'est tout. Tu as un cabriolet, tu seras 100 fois mieux. Pas le 3 roues, hein. Pas le 3 roues. C'est fou de commencer un épisode de voiture en parlant de trucs 3 roues, mais des concepts à 3 roues, il n'y a pas eu que ça. Je vous présente la Morgan Freewheeler. Ça paraît complètement con. Morgan est une marque anglaise qui fabrique depuis un très grand moment des voitures en bois. Alors elles sont pas toutes en bois, rassurez-vous, le châssis est quand même en acier. Ce qui est incroyable dans une Morgan d'ailleurs, c'est que quand tu cartonnes, tu vas pas chez le carrossier, tu vas chez le menuisier, quoi, s'il vous plaît. Sur les anciennes Morgan, ça impliquait beaucoup de merde d'ailleurs, avec des voitures qui se déformaient, qui pouvaient casser, avec de la peinture qui cloquait parce que le bois il travaillait, enfin bon. C'est compliqué, mais en vrai, c'est pas mal. Et dans leur gamme, qui est déjà complètement conne parce qu'il y a des voitures en bois, on trouve ceci, la Morgan Freewheeler. En fait, c'est une moto voiturifiée. Quel est le concept de la Morgan Freewheeler? Il y a pas de concept. Genre, il y a un moteur de moto à l'avant, c'est des V2 Harley Davidson, avec 3 roues de bicyclette. Alors, on l'a conduit il y a pas longtemps. Il me faut ça. Bah, en fait, c'est que c'est extrêmement marrant. Mais attention parce que je vois dans les commentaires, on a dit il y a 5 minutes, enfin en tout cas moi j'ai dit il y a 5 minutes que les 3 roues et tout c'est banni. Sauf ça. Alors c'est banni dans le cadre où tu choisis ça parce que t'es trop vieux, etc. Par contre, si tu choisis ça en te disant bon j'ai déjà des caisses à côté, j'ai déjà la moto à côté, mais il y a ça qui est marrant en plus et ça fait un jouet en fait. C'est triste parce que ça coûte cher, donc c'est un jouet cher, mais c'est un jouet. C'était incroyable. Il y a beaucoup de problèmes liés à cette voiture, le confort inexistant parce qu'il y a pas de pare-brise, Bonjour. pas de direction assistée, pas de freinage assisté, il y a rien. Bon, la tenue de route est alors, c'est pas que ça tient pas la route. Mais il faut être humble, faut y aller tranquillement. C'est assez bizarre comme concept. Ça marche correctement sans être une fusée. Ça vibre énormément, c'est rempli de défauts. Mais c'est si drôle que la Morgan Freewheeler, c'est vraiment incroyable. Par contre, ça vaut 60 000 balles. Pour ce truc-là, ouais. Même la pluie elle s'est calmée 5 secondes, juste le temps de capter. Oui, c'était vraiment pour... Oui, ça vaut 60 000 balles et c'est pas comme si ça servait à quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de pare-brise, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Est-ce qu'on enchaînerait pas pour les gens qui veulent des voitures? Tu as raison, on va enchaîner pour les gens qui veulent des voitures avec ceci. La reliante Robin, c'est faux, c'est une voiture à 3 roues encore. Alors, non, la reliante Robin, elle est incroyable. Alors, c'est en Angleterre que ça se passe dans les années 80 où sort une loi, je vous le simplifie, mais pour résumer, dans les années 80, une loi sort qui va être amenée à favoriser des véhicules à 3 roues. Si vous aviez 3 roues au lieu de 4, vous payez moins d'impôts. Et résultat, beaucoup de gens se sont dit, tu sais quoi, on va rouler en voiture à 3 roues quand c'est pour faire des trajets à la con, ça suffira très bien. Et sort ceci de la marque Reliant, la Robin. Alors, d'habitude, lorsqu'on fait un truc à 3 roues, genre je sais pas, un Piaggio MP3, t'as 2 roues devant et une roue derrière. La Morgan Freewheeler, t'as 2 roues devant, une roue derrière. Pour faire en sorte que le truc soit stable. C'est logique. C'est logique. Eh bien, chez Reliant, ils ont mis 2 roues derrière et une roue devant. Dans l'absolu, tu te dis, bah ça change rien. Ça va, un petit problème, c'est que si t'arrivais un peu vite dans les virages, la voiture se couchait littéralement sur sa roue avant. Les Anglais en ont fait des vannes pendant des années où dans le sens, l'État vous encourageait à acheter une voiture qui était ouvertement dangereuse. Beaucoup s'en sont moqués, Top Gear UK s'en est moqué un nombre de fois. Je sais pas si tu te souviens, mais surtout dans quelle série ils s'en moquaient énormément de la Reliant Robin. Dans les années 80-90, avec des rires enregistrés. Ah non, je sais pas. Mr Bean.
Ah ouais, mais je regardais pas beaucoup. C'est vrai? Non. Oh merde, t'as raté ça. Extrait maintenant. Ouais. C'était fait avec le cul, c'était vraiment assemblé n'importe comment. Les premières générations étaient poussives, c'est-à-dire il n'y avait pas assez de chevaux visiblement. Après, encore une fois, à la faveur d'une législation, les secondes générations étaient vraiment bien motorisées, et ce qui fait qu'elles pouvaient cabrer. Et surtout, je rappelle évidemment que la direction étant à l'avant, c'est quand même vachement bien d'être sur tes roues arrière sans pouvoir contrôler la direction. Et la plupart du frein était aussi également à l'avant. Merci surtout d'avoir fait ça. Merci aux clients fidèles. Bon, on va quand même passer au véhicule à 4 roues, c'est ce que vous attendez. Alors, 2 voitures dont on a parlé. Le Renault Avantime, je n'ai pas besoin de vous le représenter, incroyable concept de monospace coupé. Pour ceux qui n'ont jamais suivi nos épisodes jusque-là, qui sont nouveaux, bonjour, venez vous abonner surtout. L'Avantime, monospace coupé, c'est-à-dire que le concept d'un monospace, c'est d'avoir de la place et 4 portes, minimum. L'Avantime coupé, c'est une grosse caisse avec 2 portes et pas de place. Ouais, au cas où vous aurez pas compris, aujourd'hui on va parler des voitures qui servent à rien, quoi. Enfin, qu'on comprend pas, quoi. Ah, l'Avantime, ça servait vraiment à rien. Hein. Moi, je pars juste du principe que déjà, il y a personne qui aime les monospaces. En fait, un monospace, c'est juste un besoin. Oui, voilà, mais c'est pas exactement. un C'est un pas goût. ça. Je n'aime pas. Après, t'as beaucoup de luminosité, tu vois. C'est Ah bah, agréable. oui, mais grâce à la touche grand air. Oh, la touche. On déconne là. Alors, oh là là, on déconne. Bon, bah, échec commercial futuriste, hein, évidemment. On va pas préciser pourquoi, mais on a aussi dans le concept français fou la C3 pluriel. Alors, celle-ci, on en a moins parlé. Le concept de la C3 pluriel, c'est décapotable. Oui, sans problème. Quand on voit de profil la C3 pluriel, on voit 2 grosses arches. C'est normal, c'est le cœur du concept. C'est-à-dire que d'un côté, la voiture est découvrable, c'est-à-dire qu'il y a une toile au-dessus qui s'ouvre comme ça. Ça, c'était l'étape 1, mais il y a bien au-dessus, messieurs, dames, il y a littéralement la possibilité d'enlever le toit. C'est pas une blague. Alors, en plus, sur une voiture très grand public. C'est-à-dire sur une voiture vendue dans des concessions Citroën, tu vois, c'est pas un truc fou, c'est pas un jouet. En fait, tu pouvais découvrir la voiture encore plus qu'un câble, puisque tu pouvais en faire une sorte de barquette, puisque les grandes arches, là, en fait, s'enlèvent. Et du coup, tu avais une voiture vraiment intégralement ouverte, et voire même, tu pouvais en faire un pick-up. Ça, au moins, c'est pratique. Mais le fait de vraiment vouloir être en mode cab du futur. Ce qui est cool dans un cab, c'est te dire, oh tiens, un rayon de soleil, j'ouvre le toit. Oh tiens, il se met à pleuvoir, sa mère d'enculé. Je rappuie, ça referme. Sauf que là, en fait, le concept des arches, c'est que déjà, il fallait 2 pour les enlever, et la voiture ne peut pas emmener ses propres arches. Si tu enlèves le toit reste à la maison. Bien sûr, ça existe, les voitures comme ça. Il y a beaucoup d'ultra sportifs qui sont sortis sans toit. Est-ce que tu es en train de comparer une C3 plurielle à une Monza? Oui. Quand tu sors une Monza, quoi qu'il arrive, tu avais prévu qu'il allait pas pleuvoir. Voilà. Putain, mécano au début, t'as certainement un garage ou un voiturier à la fin. Voilà, t'as anticipé. Là, bon, t'as acheté une C3 plurielle à 15 000 €, tu voulais juste sortir. Quoi. Allô, Alfred, sortez ma C3 plurielle, s'il vous plaît. Et puis, enlevez-moi les arches, je souhaite faire une balade digne de ce nom. Oh, Merci, non, monsieur. Alfred. Oh non, monsieur, c'est trop compliqué. Je me suis encore coincé les doigts dans la C3 plurielle, monsieur. Et d'ailleurs, vous me suivrez en Bentayga au cas où il pleut. Merci, Et Alfred. puis, c'est l'indignité totale. C'est-à-dire que ta Monza, y a pas de toit. Tu te poses dedans, c'est fini. Alors que là, ta C3 plurielle, c'est... Bon, bah, alors, je vais enlever le toit, hein. Clac. Tu viens m'aider. Hop, et ensuite tu fais, hop là, attention. 1, 2, 3, hop là. Oh, c'est lourd. Oh, hop. Arrête, ça devait pas être si lourd que ça. Alors, apparemment, c'est pas léger, hein. Non, mais bon. Et en plus de ça, il faut reconnaître que c'était français et que c'était particulièrement mal fait, c'est-à-dire que les arches avaient du mal à s'ajuster. En fait, avec le temps, le châssis de la voiture pouvait bouger un peu. Ça impliquait des fuites, ça impliquait le fait que les arches ne verrouillaient pas bien, ça impliquait que la caisse a 2 ans, elle est foirée. Donc, non. No, God! En autre concept de citadine incroyable, je vous présente la Honda City avec option motocompo. Honda est un fabricant japonais. Et dans les années 80, il s'avère que certaines villes sont déjà surpeuplées et sont déjà remplies de voitures. Et l'idée, c'était qu'il y avait beaucoup trop de circulation et que c'était chiant d'arriver au travail quand tu travaillais en plein centre. Donc l'idéal, c'était d'avoir une moto. Sauf que beaucoup de gens habitaient loin de la ville. Avoir une moto, c'est pas forcément agréable, surtout au Japon où il y a beaucoup de routes qui tournent. Quand il pleut, quand il fait froid, c'est pas idéal. Et il aurait fallu avoir les deux. Eh bien, Honda l'a fait. Tu as ta petite City qui t'emmène jusqu'à la ville, qui prend pas de place que tu peux garer partout, et pour faire la dernière partie du trajet, tu ouvres le coffre et se trouve à l'intérieur ton motocompo. Donc vraiment, tu l'attrapes, tu la sors, tu déplies le guidon et c'est parti.
C'était un concept, ça n'a pas marché. On retrouve encore quelques motocompos d'occasion. Mais alors les Honda City, ils en ont vendu tellement peu, c'est tellement arrivé à la poubelle qu'on n'en trouve malheureusement plus. Mais très beau concept. Tu vois ce que ça ferait une voiture avec une turbine d'hélicoptère? Chrysler, oui. Chrysler Turbine. Dans les années 50-60, on s'était dit que la réaction, puisque les avions à réaction c'était la mode, tu vois, et on s'était dit que les moteurs à réaction étaient le futur. Et Chrysler l'a pris au pied de la lettre et a mis réellement une turbine dans une bagnole. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un réacteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une flamme derrière quand même. Mais en tout cas, la Chrysler Turbine existait, c'est une turbine qui entraînait une boîte automatique et en fait qui était une vraie alternative. Sauf que cette voiture a connu beaucoup d'inconvénients. Il y avait la pollution, il y avait le fait que ça faisait un bruit de Dyson, donc c'était pas forcément très apprécié. Avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Il y a un gros délai, c'est-à-dire quand tu accélérais, il fallait attendre plusieurs secondes, et quand tu freinais, il fallait attendre plusieurs secondes. C'est-à-dire tu lâchais l'accélérateur et ça continuait à accélérer, ce qui est pas terrible, on va dire. Surtout le plus gros point noir, c'était la consommation, alors qu'il se calculait même pas au 100 km, ça se calculait à l'heure, et ça faisait 50 litres à l'heure. Je te demande pardon? Alors du coup, la Chrysler Turbine existait une cinquantaine d'exemplaires, mais n'existe plus aujourd'hui, heureusement. Elle a été en voiture test, elle était donnée à des clients. Il y en a eu 55. Et il y en a 9 qui ont survécu. Et Jay Leno, ce connard qui a tout, en a une évidemment. Il a réussi à l'avoir neuve, et du coup, après le test, il l'a racheté à Chrysler. Le pesage. Triple pèse, cet enculé. Hein. Allez, pour rester dans les concepts américains, je vous présente alors l'une des voitures que je trouve les plus belles du monde. Voici la Oldsmobile Toronado. Boom! Alors, j'aimerais beaucoup avoir ça déjà, premièrement. Oldsmobile était une marque américaine qui a disparu aujourd'hui. On se demande pourquoi. C'est pas plus mal, finalement. On arrive dans les années 70-80, où en Europe arrive la révolution de la traction. En fait, le gros problème des propulsions de l'époque, c'était que le train arrière avait tendance à être un petit peu léger et que si tu accélérais un peu n'importe quand tu tournais, la voiture faisait des drifts du futur. Et les Américains commençaient à se dire que le summum du style et de la technicité étaient les véhicules à traction avant. Sauf que la traction avant, c'est très bien quand tu as des petits moteurs et des petites puissances. Autant quand tu as un V8 7 litres de 380 chevaux. Mais c'est vraiment compliqué de faire passer ça sur les deux roues avant. Il y a eu plusieurs américaines avec de grosses cylindrées comme ça à traction avant, mais je vous cite la Toronado puisque ça a été l'apogée de ça. Et la Toronado est vraiment sortie avec un V8 7 litres en traction. Et c'est du coup la traction avec la plus forte cylindrée qui a eu existé dans l'histoire de l'automobile. Et qui du coup lui donnait un comportement à chier. En plus, ça grévait un peu les performances parce que la traction n'était pas optimale. Donc résultat, la Toronado, c'est mal vendu et c'est bien normal. Et la Toronado a disparu dans les méandres de la bizarrerie automobile. Par contre, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle! Allez, dans les voitures américaines ratées, encore une fois. Pontiac Aztek, alors celle-là, vous la connaissez toutes. C'est la voiture du héros de Breaking Bad, Walter White. Cette voiture, déjà, au-delà d'être la voiture la plus moche du monde, Elle est moche. au rayon des idées complètement connes, vous avez à l'extérieur la toile de tente incluse. L'idée est très chouette. Il y a aussi un matelas qui était vendu d'origine avec, qui se rentre pile poil à l'arrière et qui te permet de dormir dans la voiture. Donc tu combines ton matelas dans la voiture plus la toile de tente et tu peux partir en camping sans rien. Oui, bon, voilà, c'est très précis quand même comme usage. Ouais, Mais c'est chouette. Vous voulez un camping-car, mais vous n'avez pas la place ni l'argent d'avoir un camping-car. Oui, moi je veux ça, oui. Mais en moins bien quand même. Oui, un petit peu, oui. Et que ça vous serve à rien d'autre qu'à ça, parce que du coup ça crée des problèmes dans votre vie de tous les jours. De la merde, oui. Vous le voulez? Je le veux. Ben je l'ai. J'espère que c'est pas moche, hein. J'espère que c'est joli parce que Alors, j'aime bien non. les belles voitures. Hein. Oui, alors bon, on n'a pas, enfin on a essayé, mais on Ouais. n'a pas hyper bien. Elle est où? Elle est là? Non. Oh. Chez votre concessionnaire Pontiac. Alors voici au rayon des Allemands deux bizarreries qui me tiennent à cœur. Premièrement, la BMW Isetta. Là, on en fera vraiment un essai de l'Isetta. Enfin, au moins un petit tour. À la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, BMW, qui était un constructeur allemand, s'est pris une énorme claque dans la tête. Et donc, il fallait à tout prix produire des trucs qui se vendent. Et ils ont racheté une licence pour produire ceci. Alors, c'est pas la seule marque à avoir fabriqué ça. Ironiquement, tu sais quelle autre marque a assemblé ça? Dites-moi, jeune homme. Une marque qu'on connaît tous, Messerschmitt, c'est-à-dire les avions allemands, ont fabriqué aussi ça. Et BMW a eu la même licence pour fabriquer ceci, la Isetta. C'était une voiture, une ultra citadine, avec seulement quelques places et surtout une seule porte frontale. Et le volant, du coup, se décale pour te permettre de rentrer dans ta Isetta. Alors, c'était animé par un tout petit moteur de moto. L'idée était de proposer une voiture ultra citadine et surtout une voiture ultra pas chère. Je rappelle que c'était l'Allemagne d'après-guerre, l'Allemagne détruite, et que la plupart des gens voulaient juste se déplacer à pas cher. La coccinelle
modèle n'était pas encore sorti. Résultat, BMW Isetta. Je pense que vraiment le seul cahier des charges c'était pas cher. Parce qu'une seule porte c'était moins cher parce que t'avais pas besoin d'en faire deux. Les charnières, tout ça, ça Il y coûte en cher. a hein. là-dedans. Et il y en a là-dedans. Et résultat, la BMW Isetta s'est retrouvée vraiment vendue et ça a été un succès. Genre ça s'est beaucoup vendu. Alors aujourd'hui il en reste assez peu parce que c'était relativement mal construit puisque c'était juste fait pour être pas cher donc ça rouillait beaucoup et les gens les foutaient à la poubelle parce qu'on va pas garder ça. Et aujourd'hui c'est devenu une rareté, une curiosité assez recherchée. Donc la BMW Isetta, ouais c'était assez chouette et on vous la présenterait un jour, c'est promis. Et en dernier véhicule pour clôturer tout ça, on va terminer par la marque probablement la moins fun du monde, c'est-à-dire Volkswagen, qui pour le coup s'est lâché du futur puisque je vous présente ceci. Il s'agit bien d'une Volkswagen, voici la Volkswagen XL1 présentée en 2013, donc finalement assez récente. 250 exemplaires sortis et cramponnez-vous le cul, plus de 100 000 € pour ce truc qui en plus était motorisé par un bicylindre TDI. Rien ne va. Comment ça se fait que ce machin existe? Je précise quand même, Volkswagen sort un concept, le XLR, qui était en fait une sorte de démonstration de la consommation la plus basse possible. Et avec le XL1, ils y arrivent. Une structure intégralement en carbone pour avoir un poids vraiment réduit, puisque ça faisait moins de 800 kg. Donc c'est vraiment ultra léger. Un aérodynamisme le plus poussé possible et qui à son époque était le plus poussé disponible d'une voiture de série. Un bicylindre TDI spécifique à ce modèle qui faisait un peu plus de 60 chevaux et 800 cm3 sur un moteur de moto quoi. Et au final, c'est un concept qui se sont dit, tu sais quoi, on va le faire en vrai. Et ces cons-là, ils l'ont fait. On a l'impression que ça propose des performances folles ou des trucs comme ça, mais non. Le 0 à 100 est abattu en 13 secondes. La vitesse max approche les 150 km/h, c'est-à-dire... Et en gros, le seul avantage de ce modèle, au-delà de son look qui est très chouette, en consommation mixte, c'est-à-dire sans regarder, t'étais à moins de 2 litres. Ah ouais. Alors forcément, pour avoir si peu de consommation, il y a des moteurs électriques qui viennent assister le moteur thermique. Et en fait, le moteur thermique vient juste aider de temps en temps, mais la plupart du temps, la voiture est électrique. Je pense que le délire était de se dire, on a fait ça, on en est un peu fiers, on va le vendre plus de 100 000 balles si jamais quelqu'un a envie de le mettre, mais on le vendra pas à perte. Genre, tu veux mettre 100 000 balles dedans, vas-y, achète si tu veux, vas-y, c'est bon. Et le pire, c'est que instantanément, la cote du XL1 fait genre maintenant, ça se négocie autour de 150 000 €. C'est-à-dire que pour qui avait acheté une XL1, eh bien il a été rentable. Bon, on a fait le tour de pas mal de modèles, merci de nous avoir regardés. Ce n'était pas une liste exhaustive, il en manque plein. Suggérez les modèles qui pourraient faire l'objet d'un épisode 2, pourquoi pas, en commentaire. C'est fait pour ça. Pensez à vous abonner, c'est très important. Pensez à aller sur notre Instagram, @vbrequin. N'hésitez pas à aller voir nos t-shirts qui sont superbes. Eh oui, allez, ciao ciao. A plus les nazes. Je supporte pas le goût du café, tu sais le... T'aimes pas le café, t'aimes pas la bière, t'aimes pas le vin, tous les trucs d'adultes. Mais j'aime le whisky. Tu fais semblant d'aimer le whisky parce que c'est relativement classe. J'aime bien.